Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de sujets qui me portent à cœur, pour vous parler de saines habitudes de vie, oui, mais aussi d'urbanisme et d'urbanisme notamment en contexte nordique. Donc je me présente, Louis Mazerolles, je suis urbaniste depuis quelques années maintenant, mais avant tout, je suis quelqu'un qui aime profondément l'hiver. J'ai grandi à Chicoutimi et mon père, qui d'ailleurs a grandi sur la rue Champlain à 100 mètres d'ici, m'a mis très rapidement les patins et les skis aux pieds, qui m'a fait tout de suite apprécier l'hiver. J'ai eu la chance par la suite, durant mon adolescence, d'aller vivre dans les Alpes. Et ça m'a complètement amené un regard différent sur comment est-ce qu'on peut construire nos villes, comment on peut construire nos villages. Et par la suite, ça m'a amené dans mes études en urbanisme et j'ai poussé la question encore plus loin, notamment en étudiant les questions de l'urbanisme des stations de ski. Maintenant, j'ai le plaisir de travailler pour une firme qui s'appelle l'Atelier Urbain, une firme qui travaille en fait en urbanisme et en design urbain à la grandeur du Québec, que ce soit en fait de Radisson jusqu'à la Mercé-Golfe du Saint-Laurent, de Chelsea en Outaouais à Dolbeau au Lac-Saint-Jean, en passant par des milieux un peu plus urbanisés comme à Laval et à Montréal. Donc, on travaille depuis maintenant une dizaine d'années. On a réalisé des centaines de projets, dont certains ont obtenu une certaine reconnaissance. Parmi ceux-ci, on a fait un programme particulier d'urbanisme à Chibougamau au cours des dernières années qui traitait particulièrement de la notion d'aménagement en contexte nordique. Je vais y revenir plus tard. Mais avant tout, j'aimerais vous poser la question, pourquoi s'intéresser à l'aménagement urbain? Des suggestions? En fait, je pense que l'urbanisme est au centre de nombreux enjeux qu'on a aujourd'hui, qu'on parle d'alimentation, de sécurité, de cohésion sociale, de changement climatique, effectivement, biodiversité, emploi, mais aussi santé publique. Et là, vous allez me dire, OK, oui, mais quels enjeux de santé, puis en quoi est-ce que l'urbanisme, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En fait, au Québec et en général dans les sociétés occidentales, il y a une grosse problématique d'obésité. Ce n'est pas la génétique qui a changé au cours des 2 dernières générations. Par contre, notre mode de vie a beaucoup changé. Au Québec, c'est le quart de la population qui souffrirait d'obésité, ce qui représente des coûts pour la société qui sont astronomiques et qui, d'un point de vue social, c'est assez grave parce qu'on s'en va même jusqu'à réduire l'espérance de vie. Pourquoi est-ce que nous sommes devenus sédentaires et, dans bien des cas, obèses? Oui, il y a l'alimentation, mais il y a beaucoup la question de la mobilité. Avant, les gens marchaient. Regardez juste les jeunes qui vont à l'école. Avant, la majorité allait à l'école à pied ou à vélo. Maintenant, la majorité se font déposer devant la porte en voiture par leurs parents. Et le diable est dans les détails. Même à l'intérieur des bâtiments, l'ascenseur est souvent plus intéressant qu'aller prendre l'escalier. L'accès au crédit facilite l'achat d'une voiture. Donc, tout ça contribue à nous rendre de plus en plus sédentaires et à bouger de moins en moins. On bouge même en voiture pour se rendre bouger au gym. Fait que c'est dire comment on est rendu un peu paresseux. Donc pour ça, il faudrait commencer à repenser à réaménager nos villes parce que c'est bien beau de dire aux gens de faire plus d'activité physique. Mais s'ils ne peuvent pas le faire en sortant de chez eux, parce que prendre une marche, ça signifie marcher sur l'accotement de la 138, c'est pas vraiment leur rendre service. Et pourquoi aménager la ville d'hiver? Dans le contexte de la Côte-Nord, c'est probablement assez évident, voyant que le 1er mai, il y a encore autant de neige. Ne vous inquiétez pas, il y en a partout encore au Québec. Mais c'est aussi, en fait, pour rendre les régions plus attrayantes, parce que c'est en mettant en valeur les caractéristiques distinctives de notre milieu qu'on peut faire la différence.
Il y a certains milieux qui ont fait l'effort et qui ont poussé à ce niveau-là et qui réussissent à attirer, en faire leur marque de commerce. Qu'on pense aux stations de ski. Les stations de ski, autant au Québec qu'à l'étranger. En Europe, c'est des millions et des millions de dollars des gens qui vont visiter, les touristes qui vont faire leur tour dans les stations de ski en hiver. La neige fait vendre. Il y a d'autres milieux, dans les milieux plus nordiques, même au Canada, où ils en font leur marque de commerce et réussissent à attirer les gens là-bas. Qu'en est-il de la Côte-Nord? Qu'en est-il du Québec? Est-ce qu'on prend soin d'aménager nos milieux de vie, nos collectivités, en fonction de l'hiver? Il y a quelqu'un de chez vous qui disait « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Mais c'est quoi la nordicité? C'est quoi ce concept-là? Comment est-ce qu'on peut le prendre et se l'approprier? Et je vous pose encore une autre question. Vous considérez-vous comme des gens du Nord? Est-ce que les Nord-côtiers se considèrent comme des Nordiques? Pas certain? Bien, je vous dirais que c'est un constat à pas mal la grandeur du Québec. S'est-on vraiment approprié notre climat puis prendre un mode de vie nordique? Bien, déjà, voir nos modes de transport, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont adaptés à nos tempêtes de neige? L'état des trottoirs et des traverses piétonnes nécessairement nous démontre qu'on n'est pas vraiment adapté encore. 400 ans plus tard, l'hiver est toujours difficile. Mais la nordicité, c'est quoi? Il y a un chercheur qui dit que la nordicité s'intéresse à tout le nord, de même qu'au tout du nord. Mais bon, c'est quoi le nord? Ça dépend où est-ce qu'on habite. Les Montréalais disent que le nord, c'est les Laurentides. Au Québec, comme dans les pays froids, le nord, c'est pas seulement dans les latitudes, mais surtout dans les attitudes. Dans les attitudes. Donc, c'est vraiment dans notre tête. Puis, remettez-vous à la place de quand vous étiez jeune, la neige. Est-ce que vous aimiez ça? Non. Pourquoi? Où est-ce qu'on en est venu à ne plus aimer l'hiver? C'est beaucoup, je pense, dans notre quotidien, dans nos déplacements où l'hiver vient nous donner des petites contraintes et on vient finalement à plus voir autant les bons côtés. Mais tout ça, dans le fond, pourrait être pris en compte dans l'aménagement urbain pour être adapté à notre climat. Quand on dit c'est dans les attitudes, on peut le voir l'hiver ou la nordicité comme une limitation, comme des limitations ou comme des opportunités. On peut avoir une perception que entre l'hiver, les saines habitudes de vie, l'aménagement du territoire, c'est incompatible. Ou on peut voir un potentiel où qu'on est capable, dans le fond, en s'appropriant ce climat-là, d'avoir des trucs distincts pour faire bouger les gens ici. On pourrait dire que, non, à cause du déneigement, on ne peut pas rien faire, il faut aménager ça pour que la charrue puisse passer. Ou on pourrait dire, on a des milieux qui sont différents, qu'on pourrait adapter le neigement puis pouvoir se permettre de faire des aménagements qui sont pas juste un gros pad d'asphalte. On pourrait se dire qu'il fait trop froid pour marcher ici. Le vélo, ça ne marche pas. Ou on pourrait se dire, comme l'hiver dure 6 mois, il faudrait bien réussir à en profiter. Puis pour le vélo, maintenant, avec les fat bikes et les fat bikes électriques, ça peut devenir même une marque de commerce. Là, vous pouvez me dire, OK, oui, les concepts de Montréal, je vais vous présenter des concepts européens, non, c'est pas adapté à chez nous. Oui, mais il y a beaucoup de bonnes pratiques ailleurs, dont on pourrait tirer des leçons puis les réadapter ici. 2 exemples de villes de taille complètement différente au Canada qui ont décidé de prendre ce virage-là, puis changer complètement leur attitude par rapport à l'hiver, puis d'adapter leur aménagement urbain en conséquence. Le premier, c'est Fort St. John's, dans le nord de la Colombie-Britannique. Ils en ont des gros hivers là-bas. Le second, c'est une métropole, Edmonton.
qui s'est dit qu'est-ce qui me différencie des autres métropoles nord-américaines? Ben, c'est de loin celle qui est le plus au nord, c'est de loin celle qui a les hivers les plus difficiles. Elle s'est dit, ben ça pourrait être notre marque de commerce. Puis on pourrait réussir à aimer l'hiver puis adapter les choses en conséquence. Donc ces deux villes-là ont développé carrément des lignes directrices d'aménagement urbain qui tiennent compte de l'hiver. Il y a certains enjeux à tenir compte en hiver. La lumière, on le sait, il fait noir assez vite quand arrive le mois de novembre-décembre. Le confort, parce qu'évidemment, une bonne bourrasque à moins 25, ça fouette un peu le visage. L'animation de l'espace public, bien évidemment, les gens ils passent moins de temps à l'extérieur, ils veulent se réchauffer. Donc, il faut prendre ça en compte. Puis, en fin de compte, toutes les questions d'entretien. Parce que si les rues, les trottoirs ne sont pas déneigés, bien, c'est difficile de dire aux gens de marcher. Donc, sachant ça, comment est-ce qu'on peut adapter l'aménagement urbain? Puis quand je dis urbain, là, c'est au sens large. Il y a beaucoup de gens qui nous disent l'atelier urbain, nous on est un village, on est une municipalité. Le concept d'urbain est très très large, donc je vous invite à prendre toutes les images et les concepts que je vous parle, puis les adapter à votre contexte, peu importe si vous êtes une grande ville ou une toute petite municipalité. Donc, selon les grands enjeux hivernaux que je vous ai présentés, bien, il y a 7 concepts que je vais vous découler, dans le fond, de façon d'aménager la ville pour tenir compte du climat nordique. La première, c'est d'abord de planifier une ville qui est compacte, qui est mixte. Parce que non seulement si on fait une ville compacte, c'est beaucoup plus rentable que de s'étaler d'un point de vue finance collective. Et là, je parle du qui est au double. Fait que s'étaler, ça coûte très cher. Demandez-vous pas pourquoi les budgets, on a de la misère à les boucler de temps en temps dans les villes au Québec. Là. C'est beaucoup ça. Mais c'est non seulement ça, mais en fait, une ville compacte consomme énormément moins d'énergie pour se chauffer. Donc, dans un climat nordique, ça serait plus logique de se coller un peu plus les uns aux autres. Mais là, pas besoin de faire des tours, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des villes compactes. Que ça passe par des maisons de ville, par des duplex, par des jumelés. Il y a plusieurs façons, des typologies d'habitation pour créer des milieux qui sont beaucoup plus intéressants et qu'on retrouvait souvent dans nos noyaux villageois québécois. Et ça ne nous est pas étranger. En créant des milieux de vie compacts et mixtes, c'est aussi de réduire les distances entre les différentes activités dans notre journée. Puis les réduire, dans le fond, de façon à ce qu'on puisse faire les déplacements à pied plutôt qu'en voiture. Et sur la Côte-Nord, même si ce n'est pas nécessairement de très grandes villes, la majorité des milieux, c'est des milieux qui peuvent se marcher. Se marcher en 10 à 15 minutes d'un bord à l'autre de la municipalité. Qu'on parle de Forestville, de Sept-Îles, de Bécomo, de Havre-Saint-Pierre ou des Escoumins. Bien, en 1 kilomètre, c'est 10 à 15 minutes à pied. Donc, on serait capable d'aller chercher des parts modales, puis d'aller chercher des quantités de gens qui marchent, alors qu'aujourd'hui, c'est des gens qui se déplacent en voiture généralement. Parce que les taux de motorisation, les taux de déplacement sont à peu près 80%, voire plus. Bien, si on est capable d'aller chercher 15-20% de piétons supplémentaires, bien, au niveau santé publique, ça va être des gains énormes. Mais tout ça, en fait, même si la ville est compacte, il faut d'abord aussi avoir un réseau piétonnier qui est connecté et qui est perméable. Quand je dis connecté et perméable, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de trames de rue, quartiers qui ont été construits, disons, depuis les années 60. C'est des rues anti-bouchons. Hein? C'est des cul-de-sac, c'est ce que dans le jargon on appelle des lollipops, des rues qui mènent nulle part. C'est bien pratique parce qu'il n'y a pas de trafic sur ta rue, mais ça rend les déplacements piétons ou à vélo pratiquement impossibles. Donc, si on veut que les gens se déplacent davantage à pied, puis il y a des saines habitudes de vie, il faudrait d'abord leur donner un milieu de vie où c'est possible de le faire. Puis encore là, encore faut-il que les trottoirs soient déneigés l'hiver. Tout à l'heure, je vous ai dit que la lumière, c'est important. Je pense que le troisième principe, c'est d'intégrer les notions de lumière à l'espace public.
Et là, quand je parle de lumière, je parle autant de l'éclairage naturel d'ensoleillement que l'éclairage sur rue pour inviter les gens à marcher, à se déplacer à pied. L'éclairage naturel, effectivement, si on construit trop de hauteur, tantôt je parlais de compacité, densité, il faut faire attention à la hauteur parce que ça peut créer, en fait, dans les solstices d'hiver, des ombres sur les quartiers environnants, puis parfois même sur des distances allant de plusieurs centaines de mètres. Donc, de créer de l'ombre sur tout le voisinage, ça ne va pas faire de nos milieux de vie des milieux de vie plus confortables en hiver. Et on pourrait pousser l'idée encore plus loin, ce que Fort St. John's a fait en Colombie-Britannique, qui est de dire, dans le fond, on va s'assurer que les bâtiments construits du côté généralement sud de la rue soient d'une hauteur qui permet que le domaine public demeure ensoleillé même au solstice d'hiver. Il y a plusieurs milieux qui ont décidé de prendre l'éclairage puis l'utiliser comme marque de commerce, comme landmark. Dans les milieux de vie, les communautés nordiques, qu'on peut prendre un peu partout au Québec, dans le fond, utiliser la lumière autant pour que les gens puissent se déplacer de façon sécuritaire et agréable, ou de le prendre pour rendre les milieux de vie plus intéressants, en faire une attraction. Je pense que c'est quelque chose qui est assez porteur, compte tenu de nos hivers où il fait noir une bonne partie du temps. Notamment dans les rues commerciales qui vivent souvent l'hiver un peu un creux de vague où c'est plus difficile pour eux, en utilisant l'éclairage urbain, il y a moyen de faire en sorte que ça devienne des destinations, même en hiver, que les gens veulent se déplacer pour aller voir le nouveau concept qu'ils ont décidé de faire sur la rue durant cet hiver. J'inclus également dans la lumière la notion de couleur. Il y a beaucoup de communautés nordiques ailleurs dans le monde qui utilisent la couleur dans leur architecture. Et ça a été démontré, dans le fond, que cette couleur-là, la couleur des bâtiments, fait en sorte que les gens traversent mieux l'hiver, carrément. Néanmoins, de lumière, au moins s'il y a de la couleur, ça rend le truc plus joyeux. Puis au niveau santé mentale, ça a des impacts qui sont prouvés maintenant. Quatrième concept à mettre en œuvre dans nos milieux de vie nordiques, c'est d'avoir une végétation qui est adaptée. Surtout sur la côte nord où la végétation prend quand même du temps à atteindre sa maturité. Je pense que c'est d'autant plus important de ne pas attendre 10 ans pour planter. Et quand on veut de l'ensoleillement durant l'hiver, pas planter un sapin. Planter des feuillus là où on veut de l'ombrage en été et la lumière en hiver, mais aussi de planter des conifères là où on veut se protéger du vent. Sur mon chemin en s'en venant ici à Bécomo, j'ai vu beaucoup de clôtures du MTQ dans les champs à certains endroits pour bloquer le vent l'hiver, pour bloquer les bourrasques sur la route. Au lieu de remettre des clôtures à chaque année, s'il y avait une aide de conifères le long de la route, on s'éviterait ce problème-là. Puis ça s'applique également dans les espaces publics. Parce que dans les espaces publics, le vent est vraiment une contrainte. Avoir des milieux on appelle une bioclimatique dans le jargon, d'avoir un climat, un microclimat dans les espaces publics qui fait que les gens se sentent confortables. En hiver, quand on est dans un espace qui est venteux, on le traverse puis on ne veut pas rester ici trop longtemps. Par contre, si on est dans un milieu qui est protégé par le vent puis qui est au soleil, même une belle journée d'hiver, on a le goût d'en profiter un peu. Ça peut s'appliquer au niveau de l'architecture, autant que de l'architecture de paysage, de tenir compte du vent dans les aménagements. Beaucoup d'immeubles construits en hauteur peuvent créer, en fait, prendre les vents qui sont en altitude puis les ramener au sol. Ce que Québec n'a pas fait avec son phare, soit dit en passant. Mais dans certains milieux, comme je montre là, Edmonton par exemple, d'où j'ai tiré ces croquis, veulent que l'architecture des bâtiments tienne compte du vent pour que l'hiver, le vent soit dévié et n'atteigne pas trop le sol. Donc, on peut permettre de la hauteur, mais encore faut-il que ça protège le climat pour les piétons. Comment adapter la forme urbaine au climat? Ça vient aussi avec la chaleur.
L'hiver, il fait froid. Mais si on veut que les gens aillent dans l'espace public, bien, si on peut leur donner un petit élément de chaleur, bien, ils vont probablement passer plus de temps dans l'espace public. Winnipeg met en place à chaque année une grande patinoire sur la rivière Rouge et crée un concours d'architecture éphémère où souvent des étudiants d'architecture viennent proposer des concepts ou des micro-bâtiments temporaires où c'est possible de se réchauffer, que ce soit juste par le soleil ou par le feu. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas plus de foyers publics sur nos rues commerciales? Finalement, le septième, c'est la programmation de l'espace public. Parce que l'hiver, les gens, ils restent plus à l'intérieur. Il faut les inciter à sortir puis à bouger. Donc pour ça, ça prend une programmation que nous, on suggère en fait qu'il soit d'une part événementielle. Et là, les marchés de Noël sont excellents pour faire sortir les gens pour ça. Mais également, ça peut être des concours de sculpture ou différents festivals organisés durant l'hiver. L'autre volet, en fait, de la programmation peut être ludique. Parce que comme je vous disais, quand on était jeune, on aimait ça l'hiver. Bien, si on est capable de garder ce petit côté-là dans le fond de nous, bien, on va continuer à fréquenter les espaces publics, à sortir dehors l'hiver, même dans les milieux les plus urbains. Les exemples que je vous montre là, c'est dans les centres-villes de Québec et Montréal. S'ils sont capables de faire des glissades puis des patinoires dans ces milieux-là, je crois que n'importe quelle municipalité est capable de le faire dans son noyau villageois. J'ai parlé de Chibougamau tout à l'heure. C'est des concepts qu'on a essayé de mettre en œuvre là-bas dans le cadre du programme particulier d'urbanisme du centre-ville. Chibougamau venait d'adopter une nouvelle identité qui mettait de l'avant son côté nordique. Vous voyez, 49e, c'est pour 49e parallèle. Et leur nouveau slogan, c'était « l'attitude nordique », dans les deux sens du mot. Donc, on a pris ça au bon, puis on a redéfini, dans le fond, une vision qui se découle en trois axes. Pôle du Nord, chaleureuse nordicité et de nature urbaine. De cette vision-là qu'on a développée avec les différents partenaires là-bas, avec la population, on a fait un grand nombre de consultations, de sondages, et on en est venu à ces trois éléments de vision qu'on a découlés en orientation et en objectif d'aménagement. Ça nous a permis de développer un concept pour la rue principale notamment, où on mettait de l'avant cette dimension-là que l'espace public devrait continuer à être animé, même en hiver, parce que, un peu comme ici, l'hiver peut être long. Et dans ce concept-là, qui inclut notamment une place publique, un espace public, 4 saisons, donc qui a été programmé pour être occupé et animé à longueur d'année, mais également du mobilier urbain qui est fait aussi en considération pour l'hiver, de l'éclairage, beaucoup misé sur l'éclairage, et en plus, on en a profité pour prendre, dans le fond, la nouvelle image de marque, puis la transférer directement dans l'aménagement du domaine public. Donc, pour vous donner une idée, on a développé ce concept-là, on l'a développé un peu sur différents tronçons de rue, et qui inclut notamment même une piste cyclable. À Chibougamau, c'est des gens qui sont très attachés à leur voiture, un peu comme dans toutes les régions du Québec. Mais on se rend compte que, vu la taille de la ville, tous les déplacements peuvent se faire à pied ou à vélo. Donc, on a poussé ça un peu plus loin et la ville a pris la balle au bon puis a continué à développer le concept à des étapes plus avancées. Et au cours de la dernière année, en fond, on est arrivé avec ce concept d'aménagement de rue qui est un cran plus loin que ce qu'on avait proposé. Et vous voyez, il reprend l'idée de l'éclairage qu'on avait développé au départ. Et on l'espère, dans le fond, pourra être mise en place au cours des prochaines années. Si ça vous intéresse d'en apprendre davantage, la Ville de New York a créé il y a quelques années le Active Design Guidelines, donc des lignes directrices de design pour l'activité physique. Elle a réuni des acteurs de toutes ces divisions, de tous ces départements, puis Dieu sait que New York, c'est une grande ville.
Elle a tout assis à la même table. Elle dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte de s'attaquer à la sédentarité. Elle a développé, dans le fond, excusez l'anglicisme, un checklist, en fond, d'éléments à prendre en compte, autant au niveau de l'architecture, ça va même jusqu'à l'intérieur des bâtiments, notamment pour que les escaliers soient plus en évidence que les ascenseurs, pour inciter les gens qui vont à tout le moins au premier étage à ne pas prendre l'ascenseur, puis à bouger un peu plus. Mais ça va jusque dans des détails au niveau de l'aménagement urbain à des échelles qui sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ça si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Donc, pourquoi s'intéresser à l'aménagement urbain? Je vous repose la question. J'espère avoir réussi à vous convaincre que l'aménagement urbain, ce n'est pas juste un concept de grande ville. C'est essentiel dans tous les types de milieux et c'est incontournable pour atteindre vos objectifs, notamment de santé publique, de saines habitudes de vie et d'avoir un impact réel sur la population. Parce que comme je vous ai dit, c'est bien beau de dire aux gens de bouger et faire de l'activité physique, mais s'il faut qu'ils prennent leur voiture pour s'y rendre, on n'a pas gagné. Et comment l'adapter dans un climat qui est nordique? Changer d'attitude, tourner les limitations en opportunités et miser sur la compacité et la mixité de nos milieux de vie pour arrêter de s'étaler puis de faire des milieux qui sont beaucoup plus adaptés à l'hiver. Et, comme je vous ai démontré, connecter, éclairer, protéger du vent, colorer, animer. Ça va faire de nos milieux de vie, nos collectivités, des milieux de vie qui sont de bien plus grande qualité et dans lesquels on va avoir bien meilleure qualité de vie et de bien meilleures habitudes de vie. Donc, je vous remercie pour votre attention.